pratique quotidienne, on a un petit peu changé nos choix thérapeutiques en faveur du cyclo-G6, qu'on utilise donc effectivement beaucoup, nous plutôt sous anesthésie générale. Et on m'a donc fait la demande de vous présenter des cas cliniques illustrés des patients qu'on a pu traiter. Alors, ne faisant pas de pédiatrie, je n'ai pas de cas de pédiatrie à vous montrer. Mais voilà, j'ai tenté de façon très imagée de vous faire un petit medley de ce qu'on pouvait réaliser. Alors, une des premières indications, bien sûr, c'est la conjonctive pathologique, ce qu'on appelle donc les glaucomes réfractaires. Alors, quand on opère un patient de chirurgie de glaucome, c'est ce qu'on espère, tout se passe bien, on fait une trabéculectomie, et dans les suites idéales et souhaitées, on va avoir une bulle de filtration plane, peu vascularisée, avec de nombreux microkystes qu'on voit bien sur cette vidéo. Et puis malheureusement, parfois, on a des conjonctives beaucoup plus inflammatoires. Et chez ce patient-là, par exemple, c'est un patient chez qui on a dû réaliser très précocement des needling. Et on est là 2 mois après la chirurgie, on a réalisé 3 needling avec de la mitomycine. Et on a une bulle de filtration qui, en OCT visante, est totalement fibreuse. On ne peut plus rien attendre de ce patient-là. Et si je le réopère tout de suite d'une chirurgie filtrante, comme on l'a opéré il n'y a pas longtemps, on a de très fortes chances qu'à nouveau, on ait une fibrose encore plus précoce de la bulle de filtration. Donc ça, c'est une indication excellente de laserdiode micropulsée où on va essayer de s'éloigner un petit peu du premier temps opératoire pour peut-être secondairement, sur une conjonctive plus calme, entre guillemets, proposer éventuellement une deuxième chirurgie filtrante dans le temps. Alors, une deuxième indication, ce sont les inflammations conjonctivales. Alors, l'inflammation conjonctivale, typiquement, c'est le patient qui est sous mono, bi, puis trithérapie. Il vous est adressé en fin de course. Et vous savez que l'utilisation de collyres conservés favorise l'inflammation conjonctivale. Et si vous opérez un patient avec une telle inflammation, vous avez de très fortes chances que ça fibrose immédiatement. Donc, ce qu'on propose souvent, c'est qu'on fait un laserdiode micropulsé pour se sevrer des collyres, blanchir la conjonctive, et si on en a besoin, à distance, on pourra intervenir sur une conjonctive bien moins inflammatoire que celle-ci, avec un patient qui aura été sevré de chlorure de benzalkonium. Donc c'est une indication qui est fréquente et qu'on utilise beaucoup, et qui fonctionne effectivement très bien. Alors, troisième indication, les pathologies de la surface oculaire, au premier rang desquelles les syndromes secs sévères. On a ce patient qui a une maladie de Gougerot avec une forte KPS dans l'aire palpébral, cette kératite filamenteuse très typique, et on sait que malheureusement les syndromes secs sévères sont une cause importante d'échec précoce de la chirurgie filtrante, et donc chez ces patients-là, le laserdiode micropulsé est une très bonne indication parce que malheureusement les chirurgies filtrantes fonctionnent moins bien. Toutes les autres pathologies, les pemphigoïdes oculo-cicatriciels ou les déficits en cellules souches limbiques, qui, comme on le sait, dans ce dernier cas, peuvent être souvent associés à des glaucomes secondaires qui sont de mauvais pronostics. Bien sûr, la chirurgie filtrante est inenvisageable. Et là encore, le laserdiode micropulsé est une très bonne indication. Les conjonctives fibrosées, alors ça c'est un cas tout récent. Je vous ai d'abord montré ce que je teste systématiquement lorsque j'opère un patient. Avec une fléchette, je mobilise la conjonctive. Et là, on voit qu'on a une conjonctive qui est très souple, avec des vaisseaux conjonctivaux qui sont très mobiles par rapport au plan ténonien sous-jacent. Donc ça, c'est une conjonctive qui sera facile à travailler lors d'une trabéculectomie. Mais regardez ce patient, qui est un patient FAC, qui n'a jamais eu de chirurgie oculaire. Sa conjonctive est totalement adhérente. Et je sais que chez ce patient-là, une chirurgie filtrante sera de très mauvais pronostics. Alors, pour être très transparent, j'ai quand même tenté une trabéculectomie sur le premier œil, qui a été un échec cuisant. Et j'ai une conjonctive très fortement rétractile. Et le deuxième œil a été traité par un diode micropulsé avec un très bon succès. Donc, c'est un petit test que je vous invite à faire, qui est très simple à faire et qui vous rendra service avant d'arriver au bloc opératoire. On a aussi les conjonctives fines. Alors, vous savez que l'utilisation prolongée de collyres conservés entraîne non seulement une inflammation, mais aussi un amincissement important du tissu conjonctival et ténonien. Et vous avez ici, par exemple, un patient qui a été sevré avant sa chirurgie en collyres conservés. On a une conjonctive qui est très souple, qui est très mobile, qui va être facile à suturer. Et on sait tous que la suture conjonctivale est un élément clé dans la chirurgie filtrante. Et puis, vous avez ici un patient qui a bénéficié d'un traitement prolongé. La conjonctive est extrêmement fine, rétractile, on n'a plus du tout de tenon.
Et vous allez voir à l'issue de l'ouverture de cette conjonctive à quel point est-ce qu'elle se rétracte. Elle va être très difficile à suturer et c'est des patients qui malheureusement présentent souvent non seulement des SIDL post-opératoires mais aussi des nécroses de la bulle de filtration. Donc là encore, dans ces cas-là, dans un premier temps, pour récupérer une conjonctive plus saine, on peut faire un laser diode micropulsé pour secondairement éventuellement envisager une chirurgie filtrante. Ce patient-là, qui plusieurs années après sa chirurgie présente une nécrose du plancher avec un SIDL important, il faut que je fasse une réfection de bulle de filtration. Et le problème, c'est que là, c'est un patient qui avait 10 de PIO, mais dès que le SIDL sera bouché, il va remonter instantanément. Donc, je ferme ma bulle de filtration pour éviter le risque infectieux, parce qu'on sait que les endophthalmies après chirurgie filtrante sont de très mauvais pronostics. Et dans un deuxième temps, je ne peux pas refaire tout de suite une chirurgie filtrante. On peut faire très précocement, et si on en a besoin, un laser diode micropulsé, là encore pour limiter un petit peu l'inflammation post-opératoire dans le but éventuel ultérieur d'une autre opération. Cas suivant, les anomalies vasculaires. Voici une patiente qui m'est adressée pour un glaucome avancé avec une fistule carotido-caverneuse. Alors, ce sont souvent des glaucomes avec des très forts profils pressionnels, et là, c'est impossible d'envisager une chirurgie filtrante. Ça va saigner énormément. Le saignement est bien sûr un facteur d'échec prépondérant dans la chirurgie du glaucome, et cette patiente a été traitée avec efficacité avec un laser diode micropulsé. De la même façon, cette patiente qui avait un angiome conjonctival que je n'aurais pas pu traiter avec une chirurgie filtrante. Les risques de glaucome malin. Vous savez, quand on a un iris plateau ou chez les patients hypermétropes forts, voire même nanophalmes, comme c'est le cas de cette patiente qui a déjà eu une iridotomie, on le voit, c'est une patiente qui avait eu une iridoplastie, qui n'avait visiblement pas été facile. Elle m'est adressée pour faire une chirurgie filtrante. C'est une patiente qui est hypermétrope de 20 dioptries. Et vous allez voir son segment antérieur de profil qui est assez impressionnant. Elle est quasiment athalame. Je ne peux pas retirer le cristallin parce que j'ai un risque de glaucome malin qui est important. Je ne veux pas ouvrir son globe et risquer un glaucome malin avec une trabéculectomie. Une sclérectomie serait très à risque également. Et donc chez cette patiente, nous avons pratiqué 2 laserdiodes. Le premier n'a pas suffi à baisser la tension. Et puis les pathologies tumorales. Alors voici une patiente qui était suivie pour un mélanome choroïdien, qui a bénéficié d'une brontothérapie, on le voit, avec des anneaux de tantale sous-conjonctivaux. Là, le risque, si j'ouvre le globe de cette patiente, si tant est qu'il reste des cellules tumorales, c'est de faire un essaimage tumoral. Et ça, bien sûr, ça serait gravissime. Donc, cette patiente a bénéficié d'un laser diode. Et puis, quid de nos patients, maintenant, 4e âge, des patients très âgés, le suivi post-opératoire sera difficile. Et puis, ces patients et puis, qui ont une... Je suis sur le mur. Alors voilà, si j'opère ce patient, comment va-t-il mettre sa dexaméthasone post-opératoire? Quels seront mes résultats post-opératoires? Voilà. Et c'est vrai que c'est un traitement qui est court, qui est simple de réalisation, qui a très peu d'effets indésirables. Et chez ces patients très âgés, c'est très utile de leur proposer ce traitement-là. Donc, en conclusion, les bonnes indications me semblent être les glaucomes réfractaires, bien sûr, mais aussi toutes les pathologies conjonctivales, les maladies de la surface oculaire sévères, les anomalies vasculaires, les patients à fort risque de glaucome malin, iris plateau, hypermétrope ou bien sûr antécédent de glaucome malin sur un premier œil opéré, les tumeurs oculaires, le 4e âge et très certainement aussi la pédiatrie, mais dont je n'ai pas l'expérience. Et je vous remercie de votre attention. Merci Muriel, très belle communication, puis ça montre effectivement toute l'étendue des indications possibles. Alors on a quelques minutes du coup pour la discussion, donc si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Est-ce que dans la salle vous avez des questions? Je vais passer avec un micro, si le micro fonctionne, oui. Hop. Je voulais juste reprendre l'idée des indications de ce laser. Je vois avec Dr Poli, on dirait que vous réservez ce laser uniquement aux contre-indications à la chirurgie et que tout le reste, ça va. Quand vous pouvez opérer, vous opérez. Quand vous mettez les gouttes, que ça va, ça va. Et les contre-indications de la chirurgie, c'est pour vous, ça, la vraie indication de ce laser. Alors le souci au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a un cadre légal qui nous restreint un petit peu, cadre légal entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recommandations de bonne pratique nous disent que les cyclodestructions restent le traitement de référence des glaucomes réfractaires. Donc il est vrai que chez un patient naïf de toute chirurgie, même s'il nous arrive de le faire, on le fait un petit peu off-label et c'est vrai que voilà, pour des raisons de... Je laisse Philippe... Oui, en fait...
Oui, c'est un cyclo-affaiblissement, mais peut-être sur la classification très nosologique du G6, on peut en discuter. Mais le terme contre-indication n'était pas un très bon terme. Est-ce que c'est une bonne indication de refaire une chirurgie filtrante classique chez un patient? On sait très bien que quand vous avez fait une trabéculectomie qui ne fonctionne pas, on sait très bien qu'une deuxième trabéculectomie ne va pas fonctionner ou moins bien fonctionner. Donc s'il y a eu un échec lié à une fibrose très importante, on sait que très bien qu'y retourner va favoriser les choses. Donc c'est sûr que de première intention, c'est la chirurgie filtrante, scalectomie, trabéculectomie, dans la plupart des cas, il faut bien le dire. Mais si vous savez que ce que vous allez faire ne marchera pas, peut-être qu'il faut penser à quelque chose comme le G6 qui peut bien sûr nous aider. Et de plus en plus, la limite entre ce qui va marcher et ce que l'on croit qu'il va marcher est un peu ténue. Donc ce n'est pas une contre-indication de la chirurgie, on fait du laser, mais c'est plutôt, est-ce que ma chirurgie va marcher, est-ce qu'elle sera efficace chez un patient particulier. Et la limite évolue, et on voit bien que, moi j'ai des patients, comme vous Muriel, qui ont, enfin je pense à un patient que j'ai opéré il n'y a pas très longtemps, qui avait une maladie de Best et un glaucome malin, que j'ai opéré 2 fois de trabéculectomie. Je ne savais plus quoi faire. Les tubes, je me suis dit, ça ne marchera pas mieux. Et je lui fais un G6 et il est bien maintenant. Donc, j'y croyais même pas, dans le sens que je me disais, ça risque de ne pas être aussi efficace. Donc, c'est au cas par cas et c'est personnalisé. Est-ce que ça pourrait venir dans la chronologie Peut-être. Mais je pense que, enfin, je pense que tout est possible, mais les choses évoluent avec l'expérience. Oui, en fait, c'est ça, surtout que c'est une technique qui est récemment nouvelle, enfin, qui est relativement nouvelle, qui est relativement récente. On n'en connaît pas encore tout à fait les effets, non seulement bénéfiques, mais secondaires aussi à long terme. On sait bien qu'il n'y a pas d'hypotonie, il n'y a pas de phthis, etc. C'est une technique qui est efficace, sûre et tout ça. Mais l'intégrer vraiment dans l'arsenal thérapeutique, donc dans le European Glaucoma Society, par exemple, je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de cas à vraiment un terme qui est assez poussé afin de pouvoir bien en définir la situation. Je pense que c'est ça. Oui, j'ai une question de temps. D'ailleurs, quand on commence à opérer, généralement, enfin, quand on commence à utiliser la technique, comme ça agit sur le corps ciliaire, on commence souvent par des glaucomes réfractaires parce qu'on se dit je ne sais pas sur le long terme. Et en fait, plus on en fait, plus on a un suivi long, plus on voit que la tolérance est bonne, il n'y a pas d'hypotonie. Et en fait, c'est là qu'on élargit les indications. Mais c'est vrai que l'effet prédominant, il n'y a pas d'hypotonie, c'est probablement pas sur la sécrétion ciliaire, donc il n'y a probablement pas la contre-indication à le faire sur des glaucomes non opérés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais faire passer le micro. Alors, sur le glaucome néovasculaire, on l'a essayé, ça marche très très bien. Les patients disent que j'arrive enfin à dormir. Ça, c'est la première réponse. Et ma question est comment faire le J-C6 sur quelqu'un qui a été trabéculectomisé ou qui a eu un décollement des rétines avec des zones de fragilité. Je vais laisser la parole à Muriel. Comment faire un cycle G6 chez quelqu'un opéré de chirurgie filtrante ou décollement de rétine et qui a une paroi de l'œil fragile? Alors, en pratique, alors moi, je crois qu'un des éléments qui est très important dans le cycle G6, c'est de vraiment appuyer fortement avec la sonde. Certains même préconisent de mettre du gel pour qu'il y ait le meilleur contact, presque comme quand on fait une échographie. C'est pour ça que personnellement, je fais que des anesthésies générales parce que c'est très court et ça se passe bien. Bien sûr, quand il y a une bulle de filtration, j'essaie de passer à distance. Et puis, j'aurais peut-être une autre recommandation. C'est un patient chez qui j'ai été confrontée à un petit amincissement scléral quand même, qui m'a gênée le jour où j'ai voulu faire une chirurgie filtrante. Et maintenant, j'essaie d'épargner quand même le méridien de 11h, 1h. Parce que si un jour j'ai besoin, chez des patients chez qui je fais un laser diode micropulsé et éventuellement secondairement une chirurgie filtrante, et bien maintenant j'évite vraiment juste midi pour pas être embêtée éventuellement par un amincissement scléral. Mais c'est très simple, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Oui, le bout de la sonde n'est quand même pas très pointu. Sur une bulle de filtration, si elle est plate ou fibrosée, moi je passerai dessus sans problème. Si elle est kystique ou que la conjonctive est fine, oui, j'aurais quand même peur de déchirer la conjonctive. Je l'éviterai effectivement. Oui, alors, après, vous pouvez décaler un peu l'arc de cercle et puis le recommencer un peu plus loin ailleurs. Hein, vous pouvez l'interrompre. Faut le centrer à ce moment-là, l'arc de cercle, sur la bulle de filtration. Hop. Merci.
J'aimerais savoir si vous aviez l'expérience d'un retraitement éventuel et est-ce que c'est aussi efficace qu'un premier traitement? Peut-être Georges, je vais te donner le micro. Donc sur l'effet des retraitements et l'efficacité et peut-être la chronologie par rapport au premier traitement, quand est-ce qu'on peut décider de retraiter? Exactement. Alors, dans les 49 patients qu'on avait eu jusqu'à maintenant, on a eu besoin de retraiter 4 patients d'une seule fois et un patient de 2 fois. Donc, et nous avons considéré comme étant le fait de retraiter une 3e fois, c'était un échec en fait. Donc, nos critères de succès étant, on n'avait pas considéré comme étant un échec le fait de pouvoir, le fait d'avoir eu besoin de réopérer une 2e fois. Alors, ça sera très très difficile par contre de bien noter quand est-ce que je peux retraiter une 2e fois. Bon, j'ai essayé autant que possible de trouver dans la littérature quel serait le délai entre un premier et le 2e traitement. Je me suis dit que peut-être il fallait mieux marcher comme en mode continu et de faire les 6 mois. Donc attendre 6 mois entre le premier et le 2e traitement. C'est ma propre expérience. Enfin, je ne sais pas quelle est la vôtre. Oui, tout à fait. Oui, moi j'attends au minimum de 3 mois parce qu'en plus au début on donne des corticoïdes qui peuvent faire monter temporairement. Je pense qu'il ne faut pas retraiter au bout de 15 jours ou d'un mois. Il faut attendre, oui, je pense quelques mois, voire 6 mois. Oui, je pense que c'est prudent, comme ça on a l'effet définitif. Par contre, chez un seul patient, chez qui j'avais vraiment une tension cible qui n'était pas très très loin, chez qui j'avais une PIO finale qui n'était pas très très loin de la pression intraoculaire cible, j'ai diminué de 110 jusqu'à 90, mais chez les autres, j'ai conservé les mêmes paramètres. Pour le choix du retraitement avec le diode micropulsé, mais je fais pareil avec les autres techniques. Si le premier traitement n'a aucun effet, je change de technique, je ne reprends pas la même. Si le premier a un effet, mais effet incomplet, effectivement, je réutilise le diode micropulsé et généralement l'effet se complète. Le principe de toutes les techniques de cycloaffaiblissement, c'est qu'on va traiter une partie du corps ciliaire, mais on va laisser une partie du corps ciliaire libre. Et on ne sait jamais véritablement si on a traité 70, 80 ou 100% du site de production numéraqueuse. Et il y a un dogme en physiologie, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la quantité de corps ciliaire détruite, la réduction de la production numéraqueuse et le résultat final sur la pression intraculaire. C'est ce problème d'absence de linéarité entre l'effet anatomique, l'effet physiologique et puis la résultante sur la pression qui fait que on doit, parfois on sous-dose, parfois on surdose, mais là on sous-dose souvent et on est obligé d'y retourner. Donc c'est pas le fait de retraiter n'est pas obligatoirement un signe d'inefficacité, c'est peut-être simplement un signe d'insuffisance du traitement, mais c'est pas un échec au sens. Hier il y avait justement une présentation sur le diode et effectivement l'échec le retraitement n'était même pas considéré dans l'étude comme un échec. Donc voilà. Peut-être une dernière question, il est quasiment l'heure. Si oui, monsieur. Pour vous poser la question, vous avez un petit peu expliqué tous, vous assistiez notamment sur le fait d'une sédation profonde. Est-ce que, avec votre expérience ou dans la littérature, on peut concevoir qu'à terme, peut-être avec des valeurs moins élevées ou je ne sais pas, enfin avec des protocoles un peu différents, que ça puisse se traiter en ambulatoire, au cabinet ou d'une autre manière que d'une manière chirurgicale? Le geste, le post-op, après le geste, c'est pas douloureux. Pendant le geste, le patient sent quand même. Moi, j'ai fait quelques cas sous-topiques bien assistés au bloc. Personnellement, je le ferai pas ou je l'imaginerai pas faire en cabinet. Je pense pas qu'en Europe, ça se fasse de cette façon. Je sais pas si au Moyen-Orient, il s'est fait parfois en dehors du bloc. Le geste, quand même un peu sensible. Je pense qu'il faut quand même une bonne sédation, une bonne analgésie. Justement, c'est systématiquement au bloc opératoire parce que le geste, il est très douloureux en fait. Même, on a eu besoin au recours de l'anesthésiste afin qu'il augmente un tout petit peu la dose de propofol chez la majorité des patients en fait. Ouais. Donc systématiquement au bloc opératoire à Beyrouth en tout cas. Je pense. Voilà, écoutez, il est l'heure. Si vous voulez, vous viendrez nous voir après pour les questions qui restent. Merci à tout le monde. Merci au laboratoire Sanotech. Merci aux orateurs pour vos communications. Bonne continuation et venez vous voir pour ceux qui ont encore des questions. Merci.